Donc, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir associé à cet enseignement et on va essayer de terminer cette matinée avec l'imagerie abdominale chez le polytraumatisé. Donc, comme vous le savez, environ un patient traumatisé sur 3 souffre d'un traumatisme abdominopélvien. Donc, il s'agit d'un traumatisme fermé d'environ 40% des cas et dans 45 à 75% des cas, c'est un traumatisme sévère à risque vital engagé. 5 à 10% de mortalité, mais comme vous le savez, toujours le traitement conservateur, il est apprécié. Donc, pour les mécanismes, nous avons des mécanismes de compression directe, de décélération, d'hyperpression abdominale, si le patient a une ceinture de sécurité, et pour l'imagerie, c'est la phase écho si le patient n'est pas stable, et surtout, c'est le scanner qui est souvent un scanner corps entier. Donc, on va commencer par le scanner corps entier, comment il est fait. Tout d'abord, il faut bien sûr écarter une urgence vitale. Il faut tout de suite prendre en charge le patient, notamment s'il a un hématome extradural ou s'il a une dissection de l'aorte. Après avoir écarté ces urgences vitales, on va pouvoir étudier l'abdomen petit à petit. Donc, pour les lésions abdominales, la première chose, est-ce qu'on a une hémorragie active? Il faut traquer cette hémorragie active, il faut faire très attention, auquel cas on peut indiquer une embolisation urgente, et aussi la perforation digestive, et notamment la tribune extradigestive qu'on va développer tout à l'heure, car là, c'est une chirurgie immédiate. Donc, la technique du scanner, comme vous le savez, je pense que vous êtes le réanimateur, donc vous avez accompagné vos patients au scanner pour faire des scanners corps entier, c'est du body scan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout d'abord un scout, comme ceci. Après, on va faire un scanner sans injection, donc pour l'étage cérébral, mais aussi, il vaut mieux faire un scanner sans injection à l'étage abdominopélvien, et vous allez comprendre pourquoi. Après, on va injecter avec un temps artériel plus abdominale, plus ou moins thoracique, et après un temps portal pour l'abdomen. Et j'insisterai jamais assez, surtout pour les résidents de radio qui sont en train, normalement derrière la console, sans se techniquer, de compléter par un temps tardif si vous avez une lésion de la ceinture pelvienne, si vous avez un traumatisme du bassin. Donc, il faut vraiment faire le tardif, sinon votre examen, il est raté. Donc, comme vous le voyez, donc, on a quand même une exploration de tout le corps. Donc, c'est un examen qui est assez irradiant. Donc, vous avez tendance à demander des body scans à tour de bras, mais il faut savoir que c'est un examen qui est très, très irradiant pour le patient. Et il faut faire un compromis entre l'irradiation et l'exploration quand même exhaustive, notamment chez les patients qui sont graves. Donc, j'ai choisi de commencer cette présentation par les lésions élémentaires auxquelles on doit faire attention. Après, nous allons essayer de voir organe par organe. Donc, pour les lésions élémentaires, il faut tout d'abord voir est-ce qu'on a de l'épanchement intra-abdominal. Donc, l'épanchement intra-abdominal, donc vous voyez ici, c'est une coupe axiale d'un scanner abdominal réalisé sans injection de produits de contraste. Vous voyez ici, l'aorte et la veine cave ne sont pas opacifiées. Après, c'est réalisé après injection de produits de contraste. Et vous remarquez que pour le scanner sans injection, nous avons là l'épanchement qui est hyper dense par rapport au reste des organes. Et pour dire que l'épanchement est hyper dense, il vaut mieux mesurer par un ROI. Et quand vous avez une hyperdensité avec une densité entre 45 à 50 unités au-dessus, là, vous êtes sûr que c'est le sang. Par contre, si vous faites votre scanner d'emblée avec injection, comme vous le voyez ici, là, cette hyperdensité va être un petit peu estompée et on peut juste croire qu'il s'agit d'un épanchement lipidien, comme vous le voyez ici. Là, c'est la coupe sans injection. Vous remarquez que quand même là, l'hyperdensité elle est plus claire, alors que ici, après injection, c'est un petit peu estompé. D'accord? Donc, je vous invite à interpréter la présence d'un épanchement d'un hémopéritoine sur les coupes sans injection au début. Parfois, quand on a de l'épanchement, bien sûr, il faut essayer de trouver l'origine de cet épanchement. Donc, pourquoi il y a du sang dans l'abdomen? Et il y a ce qu'on appelle le signe du caillot sentinelle, c'est-à-dire, on va voir, par exemple, ici, on a de l'épanchement qui entoure la rate, et on va essayer, donc normalement, logiquement, c'est la rate qui devrait saigner. Donc, on va se focaliser sur la rate, on va essayer de la voir dans les différents plans de l'espace, notamment ici sur une coupe coronale. Et si on fait un petit peu attention, on a une petite lacération ici au niveau de la rate. Donc, c'est elle qui explique l'épanchement. OK?
Autre précision, donc vous voyez ici, donc à première vue, on va dire qu'il s'agit d'un épanchement. Là, c'est du liquide. Il est intrapéritonéal autour des os. Vous voyez, donc ça, c'est du liquide. Donc, on va dire qu'il y a un épanchement intrapéritonéal. Et si on n'avait pas fait ce temps tardif à 10 minutes, donc on n'aurait pas vu qu'il s'agit des urines. Vous voyez, donc là, c'est des urines. Donc, probablement, le patient a une rupture vesicale. Et il fallait, en fait, attendre faire une acquisition à 10 minutes. Donc, il faut vraiment être derrière la console pour faire et indiquer une éventuelle injection, pas injection, série tardive pour mettre en évidence. Il faut que votre examen soit concluant. D'accord? Quand on fait un examen, quand on irradie un patient, quand on l'injecte, il faut que ça soit concluant. Dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, et vous, réanimateurs, on vous invite à stabiliser vos patients, à ne pas nous amener des patients qui sont instables, qui sont dyspléiques, pour qu'on puisse interpréter de manière adéquate tout ce qu'elle est. Donc, après, on arrive aux lésions des organes pleins. Donc, là, c'est un scanner sans injection de produit sans trace. Là, après injection, et vous remarquez qu'on a ici une formation hyperdense qui est globalement arrondie au niveau du foie. Donc, il s'agit d'un hématome qui est hyperdense sur les coupes sans injection et qui est hypodense sur les coupes après injection. Donc là encore, vous voyez la supériorité et en fait l'apport des coupes sans injection par rapport aux coupes non injectées où l'hématome paraît hypodense. D'accord? Là aussi, c'est une lésion, c'est un hématome sous-capsulaire au niveau de la rate, vous voyez, donc c'est un hématome sous-capsulaire avec ici la lésion qui est saignée, qui s'est rompue au niveau de cet hématome sous-capsulaire. Autre lésion élémentaire de lésion pour les organes pleins, il s'agit de la contusion. Donc, c'est quoi cette contusion? C'est une lésion qui est produite le plus souvent par pression. D'accord? Donc, donc, comment on va voir cette contusion? Elle va être hypodense sur les coupes sans injection et elle va rester hypodense après injection. Donc, on parle de contusion quand on a une lésion hypo avant, hypo après. Les lacérations, c'est un trait, en fait, hypodense qui peut être profonde, moins profonde, qui peut être superficielle, qui peut être étendue ou pas. Donc, c'est le fait d'avoir ces petits traits ici, c'est des lacérations, ici hépatiques et ici spléniques. Les fractures, on peut parler de fractures. Quand on a des lacérations qui traversent l'organe, vous voyez ici, c'est une fracture simple, alors que là, c'est une fracture complexe avec plusieurs traits qui confluent, là pour le foie et là pour la rate. On arrive maintenant à la perforation digestive. Et là, le diagnostic peut être subtil, il est souvent difficile, surtout quand on est en circonstance d'urgence, quand on doit rapidement interpréter, quand vous attendez nos comptes rendus, quand vous nous stressez un peu parfois. Donc vraiment, il faut interpréter doucement, à tête reposée. C'est vrai que la perforation digestive n'est pas une urgence extrême. On peut quand même prendre une petite demi-heure pour bien l'analyser. Donc, vous voyez ici, il faut traiter en fait la petite bulle digestive, d'accord? Donc là, vous voyez ici c'est une petite bulle, souvent c'est une petite bulle, donc c'est ça notre rôle, traquer la petite bulle, pas le gros pneumopéritoine que tout le monde va voir. Donc vous voyez ici une petite bulle intrapéritonéale et ici une petite bulle rétropéritonéale, d'accord? Et pour les deux cas, il y a un organe creux qui s'est perforé, donc là, et il faut penser, donc par exemple ici, pour le rétropéritoine, on va penser au duodénum, on va penser alors que là, on va plutôt penser aux greffes. D'accord? Et il faut aussi voir, est-ce qu'on a des signes associés qui sont aussi très importants à relever, notamment ici, une infiltration du mésentère, une densification anormale du mésentère et un épaississement de la paroi digestive. Vous voyez, là la paroi, elle est quand même très épaisse. On parle d'épaississement quand c'est supérieur à 3 mm pour les greffes et 5 mm pour le côte. Autre urgence ou autre lésion fondamentale qu'on doit mettre sur nos comptes rendus, est-ce qu'on a une lésion vasculaire? Est-ce qu'on a de l'hémorragie active? Est-ce qu'on a une lésion, donc, comme vous voyez ici, donc l'extravasation, c'est ce qu'on appelle le blush vasculaire. Donc, vous voyez ici, on a ici le produit, on a presque plus de rate et le produit, il est en train de fuser partout dans le péritoine. Ici, on a une image d'addition au niveau du foie.
Ici, au niveau de la rate, donc vous voyez là, c'est une extravasation de production de trace. On va essayer de la localiser au dépend de quelle artère. Elle peut être aussi veineuse. Et là, on peut guider une éventuelle embolisation en urgence. Donc, pour les lésions vasculaires, on a parlé actuellement de la nouvelle classification de la AATS. Je pense que vous la connaissez tous. Il y a une nouvelle classification qui est apparue. C'est une mise à jour en fait de 2018 qui prend la part dans les lésions vasculaires. Il y a les lésions vasculaires qui sont plus ou moins stables et les lésions vasculaires qui sont immédiatement menaçantes, c'est de l'hémorragie active. Donc, pour les lésions vasculaires, en fait, c'est un post-anévrisme post-traumatique. Mais il n'y a pas de majoration sur les différents temps. Je vais expliquer. Donc là, on a un temps artériel, comme on l'a dit, on fait un temps artériel, et après, on va faire un temps portal. Artériel, c'est-à-dire c'est acquis précocement après injection, donc pour bien voir les artères, et un temps veineux, en fait, portal, on parle de temps portal à 70-90 secondes, c'est un temps veineux, on doit les faire les deux, et il vaut mieux les interpréter ensemble. Donc, ici, on a l'impression, on a en fait un blush vasculaire, comme vous le voyez ici, au niveau de la rate. Normalement, on n'a pas ça. Mais sur les temps portales, ça, c'est pas majoré. D'accord? Ici aussi, on a une petite image d'addition au niveau d'une artère, d'une lésion artérielle hépatique. Et sur les coupes après injection, ça n'a pas bougé. D'accord? Donc, c'est une lésion vasculaire. C'est un post-anévrisme artériel, mais il n'est pas en train de saigner actuellement. C'est ce qu'on veut dire. OK? Par contre, là, c'est un autre exemple avec des reconstructions MIPées pour bien voir ce faux anévrisme et au dépend de quelle artère. Et peut-être qu'on va emboliser le patient s'aggrave. Par contre, le saignement actif, là, c'est un saignement actif, c'est un patient qui est en train de saigner au scanner. Donc, vous voyez ici, au SPC, on a comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, une densification de l'épanchement hyper dense. Donc, c'est du sang, c'est de l'hémopéritoire. Et au sein, après injection, donc là, c'est le temps artériel pur. Là, c'est un temps un petit peu mixte. Et vous voyez ici, on a un blush vasculaire. Il est sur le temps artériel qui se majore sur le temps portal. Donc, c'est un patient qui est en train de saigner. Entre les deux temps, il continue à saigner. D'accord? Donc là, c'est urgence quand même extrême. D'accord? Et il faut bien sûr faire la part des choses et bien expliquer chaque type de saignement. C'est important pour la prise en charge. C'est bon pour les lésions alimentaires? Donc, on va passer maintenant à la revue de chaque organe un petit peu tout seul. Donc, je vais essayer de ne pas être vraiment en catalogue, sinon ça va être très, très ennuyeux. Mais bon, il faut quand même voir organe par organe. Et je vais me focaliser sur cette classification que, bien sûr, personne ne l'apprend par cœur. Donc, il faut juste voir, donc l'avoir près de soi, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et on va s'en sortir. Donc là, c'est une classification, vous voyez ici, donc update de 2018 de l'American Association of Traumatic Surgery. Et ici, donc il y a un site ici que vous pouvez consulter où il y a toutes les tables ici avec pour chaque organe la classification adéquate. OK? Sur, bien sûr, les données du scanner. On va commencer par les lésions spléniques. Donc, la rate, c'est bien évidemment l'organe le plus fréquemment atteint dans les traumatismes abdominaux, environ 40% des cas, du fait de la structure spongieuse de l'organe. Elle est d'autant plus exposée s'il existe une pathologie sous-jacente. Et cette classification, elle prend en compte la taille et la localisation des contusions, des hématomes, la profondeur de lacération et les lésions vasculaires. Donc, et c'est toutes les lésions qu'on doit bien expliquer et bien mettre sur le compte rendu pour après conclure à la classification que vous avez ici. Donc, on ne va pas détailler toute cette classification, mais nous allons essayer de voir des exemples pour chaque grade. Donc, c'est une classification qui est en grade, du 1 au 5 pour la rate, et pour le grade 1, vous voyez ici, c'est une petite lacération inférieure à 1 cm. On peut avoir un hématome sous-capsulaire, mais qui n'est pas étendu, inférieur à 10% de la surface de la rate. Donc, comme vous le voyez ici, pour cet exemple, on a une petite lacération au niveau de la rate, donc c'est une lésion splénique grade 1. Pour le grade 2, donc on a une lacération qui est un petit peu plus profonde, entre 1 et 3 cm. On peut avoir un hématome au sein de la rate, mais qui fait moins de 5 cm de diamètre. Et l'hématome sous-capsulaire peut être plus étendu, mais inférieur à 50%.
Donc, vous le voyez ici, là, c'est des grades 2 avec des lacérations en hématome, ici, qui fait moins de 5 cm. Pour le grade 3, c'est un hématome qui fait plus de 5 cm, un hématome sous-capsulaire plus de 50% de la surface de la rate. Vous voyez ici, donc là, on est en grade 3. Pour le grade 4, donc ce qu'il faut spécifier, donc pour le grade 4, c'est les lésions vasculaires. Quand vous avez une lésion vasculaire qui apparaît, là, vous êtes automatiquement grade 4. Donc, comment on va voir ces lésions vasculaires? Donc, vous le voyez ici, c'est une extravasation de produit de contraste, mais qui est encore contenue dans la rate. D'accord? Donc là, c'est encore contenu dans la rate, donc on est encore au grade 4. D'accord? On peut avoir une dévascularisation de la rate et on peut avoir, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des petites fistules, des petits faux anévrismes, mais qui sont encore au niveau de la rate. Pour le grade 5, là, on a une hémorragie active, comme vous le voyez ici, qui n'est plus contenue dans la rate et qui saigne dans un patient qui saigne complètement dans son péritoire. D'accord? Donc, c'est un grade 5. C'est bon? C'est pas très... Donc, désolé, bon, je dois voir on doit voir tous les organes un à un, mais on va essayer de juste voir ce qui est nécessaire. Donc, pour les lésions hépatiques, le foie est le deuxième organe le plus fréquemment atteint au cours d'un traumatisme abdominal et la première cause de mortalité dans les traumatismes abdominaux. Les principaux mécanismes, c'est les accélérations, décélérations, auquel cas on va avoir une atteinte du foie droit et au niveau de ses segments postérieurs. On peut avoir une atteinte par choc direct sur l'abdomen, avec atteinte préférentielle des segments antérieurs du foie et du lobe gauche. Et quand vous avez une atteinte du foie gauche, il faut bien sûr voir est-ce qu'on a, c'est très important, on va le voir tout à l'heure, est-ce qu'on a une atteinte du globe de vélo complexe. Donc, le traumatisme hépatique, c'est la même chose, on a une classification et ça prend toujours en compte la taille de l'hématome, intraparenchymateux, la profondeur des lacérations et surtout les lésions vasculaires qui peuvent être menaçantes. Donc, on va essayer aussi de voir un à un ces grades avec quelques illustrations. Donc, pour le grade 1, c'est une lacération qui est peu profonde, comme vous le voyez ici. Donc là, c'est un grade 1. Et on peut avoir un petit hématome sous-capsulaire qui fait moins de 10% de la surface du foie. Pour le grade 2, on peut avoir un hématome au niveau du foie, une lacération qui est un petit peu plus profonde, entre 1 et 3 cm, et un hématome qui fait entre 10 à 50% de la taille du foie. Grade 3. Grade 3, en fait, c'est lacération plus profonde, hématome supérieur à 3 cm et il peut être le siège d'un saignement actif, mais c'est encore contenu dans le foie, comme pour la rate, en fait, on est dans un grade 3, et un hématome sous-capsulaire qui peut faire plus de 50% de la surface du foie. Et on peut, donc, vous voyez, c'est un exemple d'un hématome qui est, vous voyez, hématome parce qu'il est hyper dense par rapport au foie. On est en 5 d'injection. Ici, une lacération qui est profonde. Ici, un point anévrisme qui ne s'est pas majoré sur les coupes portables. Donc là, c'est un saignement, c'est une lésion vasculaire au sein d'un hématome. Donc, on est encore grade 3. Pour le grade 4, donc là, c'est une dévascularisation du foie qui peut intéresser entre 25 à 75% du lobe. Et surtout, c'est l'extravasation, en fait. Donc, c'est du foie qui saigne. Donc, c'est une lésion qui saigne au niveau du péritoire. Donc, grade 4, c'est, vous voyez ici, donc là, après injection de produit en trace, on a une fuite ici de produit en trace. Ce n'est pas normal d'avoir ça. Et avec une rupture au niveau du péritoire. Donc là, directement, grade 5, comme vous voyez là, c'est le patient, il est en train de saigner dans son périphérique. OK? Donc, grade 5, donc grade 5, c'est très grave parce qu'en fait, le patient, même pour la prise en charge médicale, c'est très grave. Donc, c'est un patient qui a des lésions au niveau, donc les lacérations se sont étendues aux veines hépatiques. Vous voyez ici des lacérations qui suivent le trajet des veines hépatiques. Et là, l'atteinte, c'est un grade 5 et avec généralement une nécrose de plus de 75% de la surface hépatique. Donc, on va faire un petit jeu. Donc, vous voyez ce scanner et est-ce que vous pouvez un petit peu me dire les grades? Donc, schématiquement, vous n'êtes pas vraiment obligé d'apprendre, mais juste 1 et 2, c'est des petites lésions. 3, c'est de grosses lésions avec, on peut avoir une lésion vasculaire, mais qui reste dans le foie.
4, c'est une lésion vasculaire qui va dans le péritoine. Et 5, c'est un éclatement du foie, c'est une atteinte des veines hépatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des lacérations qui sont assez profondes quand même, un hématome qui n'est pas, qui est quand même assez grand de taille. Le patient avait des fractures costales par la même chose, donc on va le grave 3, très bien, donc grave 3, ça va. Donc, c'est un autre patient, donc il est écrasé sous un engin mécanique. Donc, voici son scalaire. Donc, il a eu une fracture vertébrale qui a été traitée. Et après, le patient, donc voici son scalaire, sans injection de produit contraste. Donc, axial sans injection de produit contraste. Coronal et axial après injection de produit contraste. Donc, on commence toujours par interpréter sur les courbes sans injection. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, hématome sous-capsulaire. Donc, vous voyez ici. Donc, et ce qui est dense, donc c'est le sang, d'accord? Ce qui est dense, c'est du sang. Donc, vous êtes déjà devant un hématome. Il est sous-capsulaire par sa forme un petit peu de lentille convexe. Donc, c'est quand même assez circonférentiel. Et sur les coupes après injection de produit central, on a ici du sang. On a une lésion vasculaire, pardon, avec ce faux anévrisme qui est probablement responsable de cet hématome, mais qui n'est pas encore rendu dans le territoire. D'accord? Donc, c'est aussi un grave 3. OK? C'est clair pour les graves? À peu près, juste le principe, en fait. OK. Donc, on arrive au traumatisme intestinal-mésentérique. En fait, c'est, je dirais, le plus difficile diagnostic à faire en urgence. Mais heureusement, tout est rare. C'est environ 5% des cas. Le diagnostic clinique et radiologique sont assez difficiles, avec quand même une mortalité assez élevée, car ces patients ne sont pas diagnostiqués à temps et ils peuvent développer des péritonites, des nécroses intestinales, et le pronostic vital peut être mis en jeu, peut-être pas directement, mais disons à moyen terme. OK? Donc, 3 mécanismes. Il y a les lésions de décélération qui vont être responsables d'arrachement ou d'élongation, les compressions directes qui vont être responsables de contusion d'hématome, et l'hyperpression abdominale, notamment pour les patients qui ont des ceintures de sécurité qui font un éclatement, disons, des lésions de Bloch. Donc, comment on va lire? Donc, il faut être méthodique pour lire ce scalaire où il y a probablement ou potentiellement une lésion ménantérico-intestinale. Donc, on doit tout d'abord voir les vaisseaux. D'accord? Voir les vaisseaux. Est-ce qu'on a un bloc artériel ou veineux? D'accord? Bien analyser les vaisseaux. Est-ce qu'on a un vaisseau qui est thrombosé? Est-ce qu'on a un vaisseau qui est irrégulier? Car le risque, c'est la dévascularisation des anses. D'accord? Bien voir les vaisseaux sur des coupes MIPé et surtout sur un scanner bien techniqué avec un temps artériel adéquat. D'accord? Intérêt, en fait, il faut voir dans les différents plans de l'espace et il faut voir, il faut interpréter après avoir MIPé. MIPé, c'est-à-dire on va augmenter un petit peu l'épaisseur de coupe pour bien faire sortir les lésions vasculaires. D'accord? Et après, on va analyser le mésentère. D'accord? Peut-être qu'on peut commencer par analyser le mésentère. Donc, c'est quoi analyser le mésentère? C'est essayer de voir est-ce qu'on a un hématome mésentérique. D'accord? Est-ce qu'on a une densification du mésentère? Est-ce qu'on a quelque chose qui est hyper dense sur le scanner sans injection? D'accord? Si on a quelque chose d'hyper dense, donc c'est un hématome. Donc là, il faut faire encore attention. D'accord? On a un hématome, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Donc, on va analyser les vaisseaux un à un, voir si on a un blush. OK? Après, on va analyser le péritoine. Est-ce qu'on a, bien sûr, épanchement hémopéritoine, mais surtout, on va essayer de voir si on a un pneumopéritoine. Pneumopéritoine égale perforation d'organes. Donc, c'est très, très important et c'est très grave. Donc là, normalement, la sanction, elle est chirurgicale. D'accord? Donc, pneumopéritoine, perforation égale perforation d'organes creux. Donc, il faut faire une chirurgie exploratrice et on va essayer nous, d'essayer d'aider un petit peu les chirurgiens, de dire c'est le segment d'organe qui est en train, qui s'est perforé, c'est pas toujours facile. Alors, on peut le faire, on peut essayer de proposer notre point de vue, surtout si on a un pneumopéritoine de faible abondance. D'accord? Mais quand le pneumopéritoine de grande abondance,
c'est un petit peu quand même difficile de vous dire c'est quel segment de grêle qui est en train qui s'est perforé. Donc, on arrive maintenant à la paroi digestive. Donc, il faut absolument traquer une à une. Et il y a des sites qui sont le plus souvent touchés, surtout pour les lésions de décélération. En fait, c'est les zones de jonction entre segments mobiles et segments fixes. Et ces zones ces zones de transition, ce sont l'angle de crête entre le duodénum et le grêle, l'iléon périvalvulaire et après le sigmoïde. D'accord? Donc, les signes sténographiques peuvent être retardés, mais il faut parfois, on peut voir une discontinuité de la paroi, mais c'est un petit peu difficile. Je vais montrer quand même des exemples. Mais surtout, est-ce qu'on a un défaut de rehaussement? Est-ce que l'anse, elle est dévascularisée? Donc, si on a une anse qui est dévascularisée, c'est-à-dire qu'il se rehausse pas très bien après injection de produits de contraste comme le reste des anses. Donc là, il faut quand même penser que là, cette anse, elle va pas bien et il faut opérer. D'accord? On peut aussi avoir un épaississement pariétal, donc 3 mm pour le grêle, 5 pour le côlon, et une densification de la grêle au contact, comme le cas que je vous montrais tout à l'heure. Donc finalement, on a des signes qui sont spécifiques et des signes qui sont évocateurs. Donc quand est-ce qu'on est quand même un petit peu, on est presque sûr qu'on a une lésion intestino-mésentérique. Quand on a bien sûr une solution de continuité digestive, là c'est évident. Quand on a un pneumopéritoine en l'absence d'un traumatisme ouvert de pneumothorax ou de pneumomédiastin, car comme vous le savez, donc le médiastin, le péritoine, le pneumothorax, donc ça communique ensemble. Donc on peut avoir un pneumopéritoine qui explique un pneumomédiastin et vice versa, d'accord? Donc si on n'a pas tout ça, donc si on a un pneumothorax, un pneumomédiastin, on va pas, si on trouve un petit peu d'air dans le péritoine, c'est pas forcément un organe chaud qui s'est perforé, ok? Et bien sûr, si on a une extravasation de produits de contraste vasculaire, là, bien sûr, il faut faire très attention. On a aussi des signes de présomption, un petit peu, si on a un épaississement pariétal digestif, si on a une infiltration focale de la graisse mésentérique, anomalie de rehaussement, un épanchement lipidien, un hématome sentinelle. Et selon les cas, là, on peut se permettre de recontrôler, peut-être dans 24 heures, alors que là, normalement, la sanction, elle est chirurgicale. D'accord? C'est ça la différence. Mais quand même, si on a juste des signes évocateurs, il ne faut pas lâcher le patient et dire que c'est bon, il n'y a aucun problème. Il faut quand même dire qu'on a ceci, on a un épaississement pariétal digestif qu'on n'arrive pas à expliquer, on a un petit peu de densification hématique de la graisse mésentérique, un petit hématome, et qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, on préconise un scanner de contrôle généralement à 24 heures. OK? Donc, voici un petit exemple. Donc, c'est un patient qui a un traumatisme par décélération. Donc, on va appliquer ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est des coupes sans injection de produit de contraste. Donc là, axial, coronal. Donc, qu'est-ce qu'il vous frappe? Les quelques résidents de radio, oui. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on va commencer par voir le péritoine. D'accord? Donc là, c'est le péritoine. Là, c'est de la graisse. Donc, vous voyez, c'est une graisse plus ou moins nette, disons. C'est une densité graisseuse. Alors que ici, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas normal, d'accord? Donc là, on a quelque chose, une densification, on va dire, donc c'est plus dense que d'habitude, de la graisse au contact du fascia rénal, d'accord? Donc, et là aussi, on a la même chose. Donc là, déjà, ça va nous mettre la puce à l'oreille. Ce patient a peut-être quelque chose, il a peut-être quelque chose dans son mésentère, des lésions d'arrachement vasculaire. Donc là, on doit s'arrêter à ça directement, déjà, et essayer de voir à tout prix qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Sur les coupes ici coronales, on a la même chose, une densification ici de la graisse. La même chose, la densification, elle est là. Donc là, déjà, on est un petit peu embêté. Ici, on a injecté, donc bien sûr, au temps artériel, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qu'on a? Très bien. Donc, la densification, les zones densifiées qu'on a vues tout à l'heure, actuellement, ils sont le siège
de lésions d'un blush vasculaire. C'est ce qu'on appelle le blush vasculaire. Vous voyez, là, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir une espèce de flaque par du produit de contraste au sein de denses et de parties qui sont denses dans le mésentère. C'est pas du tout normal. La même chose ici, vous voyez, donc une zone densifiée et au sein de laquelle on a une extravasation de produits de contraste. Okay, donc, on a fait les reconstructions coronales et vous voyez ici, on a ces blushs vasculaires qui viennent probablement de l'artère mésentérique inférieure. Et, chose aussi très importante, comme je vous l'ai dit, il faut traquer absolument l'air extradigestif. D'accord? L'air extradigestif, c'est-à-dire que le patient a perforé quelque chose. Okay, donc là, si on fait un petit peu attention, on a ici une petite bulle d'air au niveau du péritoire, vous voyez ici. Et pour ce patient aussi, il avait du rétro-pneumopéritoine. Vous voyez, donc là, on est au niveau du rétro-péritoine. Et là, tout ça, c'est de l'air extra-digestif qui est au niveau du rétro-péritoine. OK, donc ce patient a un pneumopéritoine et un rétro-pneumopéritoine avec des lésions vasculaires, comme vous voyez ici, une densification hématique du mésentère. Donc, c'est un patient qui doit aller au bloc, car probablement, il a perforé quelque chose. Et en passant, donc, ce patient avait aussi un hématome de la surrénale droite. Vous voyez, donc là, c'est une lésion hyper dense au niveau de la surrénale, qui peut être aussi une lésion traumatique et qui peut être aussi due au stress de l'accident et de tout ce qu'il y a. Donc, ça peut être les deux. OK? Donc, voici encore des reconstructions. Là, par la même occasion, le patient avait un pneumomédiastin. Vous voyez, c'est de l'air au niveau du médiastin, alors qu'il n'avait pas de traumatisme thoracique. Donc, c'est l'air au niveau du péritoine et du pneumopéritoine qui est allé vers le médiastin, car je vous l'ai dit, tout communique ensemble. Okay. Donc, pour ce patient, on a conclu à une perforation digestive. Et là, on a pensé que comme le maximum de pneumopéritoine, d'air extradigestif était dans le rétropéritoine, on a pensé que peut-être il s'agit d'un arrachement du cadre colique gauche du côlon descendant au niveau de son attache. Comme vous le savez, il y a une partie rétropéritonéale au niveau du côlon descendant. Donc, parce qu'en fait, on a dit peut-être que c'est ça, parce qu'on a un rétro, vous voyez ici, beaucoup d'air extra-digestif au niveau de cette partie-là. D'accord? Donc, on a supposé ça, mais le patient, malheureusement, il est décédé. Donc, rupture d'organe creux, mais là, on a fait notre travail. On a dit que extravasation de produits de contraste, densification de la graisse, rupture d'un organe creux, bah, les chirurgiens, ils sont là pour faire leur boulot. Donc, on va passer au traumatisme de... Oh, ma chirurgie. Même si elle j'assume. Bon. On arrive aussi à un type de traumatisme qui est heureusement rare, mais qui est aussi gravissime, c'est le traumatisme duodéno-pancréatique. Donc, normalement, généralement, c'est dû à une compression entre le bio-rachidien, et il est rarement isolé, c'est un diagnostic qui peut être difficile, et surtout que, d'autant plus que le scanner peut être normal dans 20 à 40% des cas, le scanner initial. Et là aussi, il faut faire attention à des petits signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour dire que non, il y a quelque chose, et on peut se permettre de faire un scanner de contrôle. Donc, le patient va avoir des douleurs épigastriques avec parfois perturbation du bilan biologique. Et au scanner, on peut avoir des contusions, une fracture, le plus souvent au niveau du corps du pancréas, à gauche des lésions mésentériques. Et surtout, ce qui va nous aider à faire le diagnostic, c'est la fameuse densification de la graisse autour de l'organe en fait lésé. Et je vais vous montrer des exemples. Donc là, le diagnostic, il peut être retardé et le patient peut venir au stade de complication. Par exemple, il peut développer une fistule, un abcès, un pseudokyste et on va voir des exemples. Donc là, c'est un patient qui a un traumatisme du cadre de données pancréatiques et là, le diagnostic, quand même, il est assez aisé car vous voyez ici, ça c'est le pancréas et on a quand même une solution de continuité carrément au niveau qui traverse le pancréas de part en part, vous voyez ici. Et pour ce patient, vous voyez son scanner AJ8, là c'est un scanner AJ1, là c'est un scanner AJ8, et le patient a développé un focus du pancréas post-traumatique.
D'accord? Donc, il faut, sur le compte rendu, il faut préciser est-ce que la fracture ou la lacération, est-ce qu'elle passe par le birsung ou pas? D'accord? C'est très important de le spécifier car le patient, si ça passe par le birsung, il peut développer des complications, comme par exemple ici, un focus supplémentaire. Autre exemple ici, donc c'est une patiente âgée de 45 ans qui a eu un accident de bicyclette. هي مش بيسكليت راهي برويطه انا ما عرفتش نكتبها برويطه برويت donc c'est une patiente de 45 ans qui a une grave densité après cet accident et voilà ce qu'on a eu. Donc là c'est un scanner après injection. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Donc là c'est la haute, là c'est la véritable inférieure et on a une densification encore. Donc faire très attention aux densifications en avant en fait de ces vaisseaux, vous voyez. Donc là il faut faire attention. Il faut regarder les courbes une à une qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi il y a cette densification? D'autant plus qu'on a ce contexte d'accident en fait par cette, en fait, le mécanisme d'accident, là, il est un petit peu, voilà, exactement. Comme pour l'enfant, il y a le mécanisme avec le guidon de bicyclette, de moto, etc. Donc là, il faut quand même penser à un traumatisme du cadre de dénopancréatique. D'accord? C'est l'écrasement contre le glio rachidien. Et là, quand on fait attention, il faut traquer en fait cette multitude d'air extra-digestif. Vous voyez? Donc là, c'est de l'air. Là, c'est le duodénum, et là, c'est de l'air qui n'a pas lieu d'être ici, d'accord? Donc là, on a ici aussi, on a une petite bulle d'air. Donc, vous voyez, parfois, c'est très fin, hein, on ne va pas avoir la grosse, d'accord? Et là, vous voyez ici, une petite bulle extra-digestive, et si on fait un petit peu attention, on a cette solution de continuité linéaire, mais il suffisait en fait de voir l'air extra-digestif. Là, c'est bon. Et là, le patient va être opéré. Cette patiente a été opérée et elle va très bien. Donc, hein, oui. Bon, je ne pense pas, et la patiente n'a pas de point de prise, mais il faut toujours interpréter le scanner en entier, d'accord? Donc, la plupart, je pense que c'est la véritable. C'est la autre, c'est la coupe. Donc, il faut toujours voir dans les différents plans d'espace, axial, coronal. Généralement, si on a une lésion sur une coupe axiale, on ne la retient pas tout de suite. Est-ce qu'elle existe vraiment sur une coupe coronale, sur une coupe sagittale? Parce qu'il y a, des images construites, disons. OK? Donc, ce patient a fait une chute de 3 étages. Chute de 3 étages. Qu'est-ce qu'il a? Donc, déjà, il a une fracture rachidienne, il a une densification de la graisse qui m'a l'air en avant du vaisseau, d'accord? On a des muscles psoas qui sont hypertrophiés, avec ici des coupes injectées, vous voyez ici une lésion vasculaire avec un foie brise, d'accord? Et si on fait un petit peu attention, on a cette lésion linéaire du duodénum, vous l'avez vu? Donc, ce patient aussi avait une lésion duodénale. Donc, le message, c'est que si on a une fracture vertébrale, il faut, notamment la fracture de type chance, il faut essayer de voir, il faut faire attention à ce qu'on a une lésion digestive associée, et notamment du cadre de dénopancréatique. Ça peut être associé. OK? Donc, la fracture, elle est facile à voir, tout le monde la voit, mais il faut faire attention, est-ce qu'on a quelque chose ici au niveau du duodénum, d'accord? Et donc, voici les coupes plus tardives. Comme je vous l'ai dit, il faut faire un temps artériel un temps plus tardif. Et ce qu'on avait ici, en fait, la petite lésion vasculaire, c'est un saignement actif. Le patient, il est en train de saigner car ça s'est majoré après injection de produits de contraste. Et il fallait aussi voir que le patient avait des signes de choc. Donc, si on a des signes de choc, il vaut mieux les mettre, les mentionner pour que vous, réanimateurs, généralement, vous savez, mais bon, il faut quand même comprendre le terme. En fait, c'est quoi ces signes de choc?
la veine cave inférieure, elle est collabée. Vous le voyez ici, elle est collabée, elle est très réduite de calibre. Et aussi, on a ce qu'on appelle l'intestin de choc avec l'intestin qui est hyper dense, plus que d'habitude en fait, des anses diétiques qui sont très hyper denses. Il ne s'agit pas de prise de contraste, mais il y a une hyperperméabilité vasculaire. Donc, le produit contraste va partir au niveau de l'interstitium. C'est pour ça qu'on a cette hyperdensité relative des anses. Autre signe de choc, c'est les glandes surrénaliennes qui sont aussi très hyperdenses. Et aussi, on peut avoir une rate qui ne se rehausse pas du tout. Et on peut penser à tort qu'il s'agit d'une rate qui est totalement dévascularisée alors que l'artère, elle est normale. Donc là, juste penser que c'est un diagnostic différentiel. En fait, si le patient a des signes de choc. On va terminer avec le traumatisme rénaux. Donc, le mécanisme direct, c'est un choc direct, les mécanismes lésionnels, pardon, c'est un choc direct tangentiel ou par décélération. Le plus souvent, heureusement, il s'agit de lésions mineures, dans 85% des cas. On peut avoir aussi des lésions plus graves, notamment pour nous radiologues, il faut traquer est-ce qu'on a une atteinte du système collecteur. OK? Donc, comment on va le faire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une acquisition tardive. D'accord? C'est l'acquisition tardive qui va nous dire est-ce que le système collecteur il est atteint ou pas. Donc, bien sûr, on a la fameuse classification qu'on va suivre et juste, on va essayer de la simplifier. Donc, pour le grade A, il s'agit d'une petite contusion au niveau du rein et d'un petit hématome sous-capsulaire, comme pour ce patient. Pour le grade 2, en fait, on a ce petit hématome sous-capsulaire qui s'est un petit peu rompu, mais qui reste contenu dans le fascia périrénal, comme vous le voyez ici, donc, et une petite lacération, comme vous le voyez ici, donc là, c'est le grade 2. Le grade 3, c'est plus de saignement, mais qui reste confiné à l'espace pararénal, et aussi une lacération qui est plus profonde. Et le grade 4, là, c'est les choses sérieuses commencent. Donc là, on a une atteinte du système collecteur. Donc les urines ici sont hors du système collecteur. Et là, on va le voir juste que sur les séquences, sur l'acquisition tardive. D'accord? Il faut faire absolument, quand vous avez un traumatisme du rein, quand vous avez, comme je vous l'ai dit, un traumatisme du bassin, il faut faire une acquisition tardive pour mettre en évidence l'éventualité d'un urinome. D'accord? Là, on parle d'urinome. Donc, les cavités extractrices se sont rompues. Et là, en fait, c'est un grade 4. Et aussi, quand le saignement, en fait, il sort du fascia périrénal et il va dans le périphérique aussi, c'est un stade 4, un grade 4. Le grade 5, en fait, c'est un éclatement avec le rein, avec une atteinte du hile rénal et le rein il y a plus grand. La vessie. Donc, la vessie, on peut la voir, donc, comme je vous l'ai dit, surtout quand on a une fracture de l'arc antérieur du bassin. D'accord? Mais pour la vessie aussi, elle peut se rompre. Et on doit dire elle s'est rompue où. Donc, le plus souvent, c'est une rupture sous-péritonéale. Quand on a une fracture de l'arc antérieur, en fait, c'est le trigone qui est lisé par les ligaments pubo-vésicaux qui est déchiré et on va avoir du liquide, en fait, un urinome, mais au niveau des espaces sous-péritonéaux. Par contre, si on a un mécanisme vésiculaire, la rupture va être intrapéritonéale. D'accord? Et c'est juste, c'est que l'acquisition, je le redis encore, tardive qui va nous aider à faire le diagnostic. Donc, vous voyez ici, pour la rupture sous-péritonéale, vous voyez ici, donc la rupture, donc les urines au temps tardif qui vont aller au niveau du sous-péritoine. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est une lésion qui est secondaire à une fracture du bassin. OK? Si on n'avait pas fait cette acquisition tardive, on va avoir de l'épanchement. On ne sait même pas que c'est du riz, parce que la solution de continuité, on ne va pas l'avoir, hein, c'est très difficile de l'avoir. On va dire que c'est de l'épanchement, hein, l'épanchement alcool, surtout si le patient a d'autres lésions. Et là, quand même, l'ascension, il faut rapidement prendre en charge le patient. Pour la rupture intrapéritonéale, là, c'est le dôme vésical. Et comme vous le voyez ici, l'urine, elle va se déverser en intrapéritonéal. OK? Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions.